Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde, version Afrique, pour ce jeudi, le 17 décembre 2020. On commence tout de suite notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a instruit de commencer immédiatement la construction de 3300 nouvelles unités de logement dans le cadre du projet national Logement pour chaque Égyptien et qui constitue le prolongement du projet Ahalina ou nos proches dans la région de l'Axe Orabi. Voyons ensemble ce compte rendu signé Salih Ahmed et Ayeshal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni lundi avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, le général Amir Saïd Ahmad, le chef de l'autorité du génie des forces armées, le major général Yahya Belfor, l'assistant du chef de l'autorité du génie des forces armées pour les projets, le général Khalid Moubarak, et le chef de la section de la conception des routes au département du génie militaire, le colonel Abdelaziz El-Fei. La réunion a porté sur le suivi des efforts de l'autorité du génie des forces armées concernant certains projets nationaux au niveau de la République. À cet égard, le chef de l'État a donné ses directives pour la construction immédiate de 3300 nouvelles unités de logement supplémentaires, et cela dans le cadre du projet national Logement pour tous les Égyptiens, étant une extension de la série des communautés résidentielles Ahlina dans la zone de l'Axe d'El Fari Orobi. Le président el-Sisi a été informé lors de la réunion du projet de la création de la station internationale sur 300 feddans, qui représentera un centre intégré moderne de transport de toutes sortes, comprenant des centres commerciaux, une zone de services intégrés, des stations-service, des bâtiments administratifs et des complexes de loisirs. De même, cette station sera reliée à l'aéroport international du Caire, étant située directement à proximité à l'intersection de la route de Suez avec la rocade, ce qui facilitera les déplacements des citoyens et des voyageurs à destination et en provenance des gouvernorats et des villes de la République à travers cette gare. Dans le même contexte, le développement de l'entrée est du Caire sur la route désertique, le Caire Ismailia et Guesre-Souis, a été passé en revue, ainsi que celle du Caire El-Souis et la liaison avec les communautés urbaines environnantes, en plus de l'ensemble des routes et la série des ponts intégrés sur les axes de la région orientale du Caire. La réunion a également été témoin de l'examen de la situation exécutive des travaux constructifs en cours dans certaines installations de la nouvelle capitale administrative, telles que le Centre culturel islamique d'Égypte, la Mosquée d'Égypte, la Place du Peuple et le Mémorial. La réunion a également porté sur les efforts visant à relier les axes et les routes de la nouvelle capitale administrative à tous les quartiers et les secteurs du Caire, ainsi que la situation exécutive de la station centrale au sein de la capitale. Outre la situation de la construction et de la mise en œuvre de la ville d'El Galel, avec ses différentes composantes, notamment l'hôpital universitaire d'El Galel et le mémorial, passant en revue l'avancement des travaux dans certaines nouvelles universités privées à l'échelle républicaine. On essaie à présent de contacter un analyste politique sur ce sujet, mesdames et messieurs. Entre-temps, nous passons à notre deuxième information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les deux dirigeants ont discuté de la poursuite des consultations et de la coordination sur diverses questions d'intérêt commun, ainsi que sur les questions de coopération bilatérale dans le cadre des relations historiques et la stratégie entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Le chef de l'État a salué le grand développement qualitatif des relations égypto-émiraties au domaine politique, économique, sécuritaire et militaire, entre autres, ainsi que la croissance remarquable du taux de change et du volume d'investissement, faisant référence à la volonté commune d'aller de l'avant vers un approfondissement et un développement supplémentaire de ces relations. Cheikh Mohammed Ben Zayed a de son côté affirmé que sa visite en Égypte s'inscrit dans le prolongement des relations distinguées entre les deux pays frères et l'importance de poursuivre le rythme de consultation et de la coordination périodique et intensive entre les deux pays. La réunion entre les deux dirigeants a abordé un nombre de dossiers régionaux tels que la Syrie, le Yémen, la Libye, la question palestinienne ainsi que le barrage de la Renaissance et la sécurité de la mer Rouge. Le prince héritier d'Abu Dhabi a félicité le président el-Sisi pour le développement remarquable des performances de l'économie égyptienne et les grands progrès
que l'Égypte a réalisées dans de nombreux domaines au cours des dernières années. Et RDC sous couvre-feu dès vendredi pour lutter contre la Covid-19, alors que la République démocratique du Congo, RDC, fait face à une deuxième vague de cas de la Covid-19. Les autorités congolaises ont décidé de limiter les déplacements dans le pays à partir du vendredi 18 décembre. Un couvre-feu va être instauré du 21h jusqu'à 5h du matin pour contrer la deuxième vague qui touche surtout la capitale Kinshasa. À la veille des célébrations de fin d'année, les cérémonies festives ont été interdites, tout comme les réunions publiques de plus de 10 personnes. C'est ce qu'a annoncé la présidence du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. La reprise des cours est envoyée à une date ultérieure au niveau de l'enseignement supérieur, tandis que les élèves de primaire et de secondaire iront en vacances anticipées dès vendredi, poursuit la présidence, sans préciser la date de la reprise pour l'instant. Le transport des dépouilles mortelles directement sur les lieux d'inhumation sera autorisé, mais à condition qu'aucune autre cérémonie n'ait lieu. Si les marches publiques, productions artistiques et kermesses ont également été interdites, les autorités congolaises ont opté pour la poursuite des compétitions sportives à huis clos. La Covid-19 a frappé dans l'entourage du pouvoir congolais avec plusieurs décès au cabinet du président de la République. Au moins 2 conseillers du président Tshisekedi ont succombé à la pandémie, ainsi que son oncle et chef de son cabinet privé, Gérald Mulumba. Mercredi, le ministre délégué de l'Intérieur chargé des affaires coutumières est également décédé après avoir été contaminé au coronavirus. Et concernant, chers téléspectateurs, notre premier compte-rendu concernant l'autorisation du président de la République de bâtir supplémentaire dans 3300 appartements pour les Égyptiens. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, plusieurs projets sont dédiés aux citoyens égyptiens. On parle de ces nouveaux logements. On parle de 3300 nouveaux logements qui vont être, qui sont déjà entrepris. Depuis hier, le président a donné ses directives au génie militaire et plusieurs autres autorisations pour le début de ce projet. Quel est l'effet de ces projets nationaux, je dirais, sur l'économie égyptienne? Premièrement, avant de parler de l'économie, ce sont des projets qui visent pour disons, l'amélioration du style de vie du citoyen égyptien. Nous avons lu, nous avons c'est-à-dire connu que le président donne une importance, une priorité extrême aux citoyens égyptiens. Il veut absolument hausser son train de vie, son niveau de vie. Et nous avons parlé de l'initiative de la vie décente, etc., qui comprend justement la transformation des bidonvilliers dans des appartements, dans des logements sociaux respectables pour essayer de présenter une vie meilleure aux citoyens égyptiens. Donc ça, c'est une chose très importante. Si on parle sur le plan économique, ça c'est, comme vous avez bien dit, bâtir 3000 appartements
c'est un projet colossal qui va justement offrir des emplois à beaucoup d'Égyptiens. Donc ça vise vers l'amélioration de la vie du citoyen, mais en même temps, ça emploie beaucoup de gens, justement, oui. Et ça utilise beaucoup de matériaux de construction. Justement, hier, le président a donné ses directives pour augmenter la production de ces produits et viser vers l'exportation. Donc, c'est un projet intégral qui comprend beaucoup de domaines qui tous vont pour le mieux du citoyen égyptien. Parfait, Dr Abou Ghaffar, nous voulons vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec la situation en Éthiopie. Conflit au Tigré, l'Union européenne reporte le versement d'une aide de 90 millions d'euros à l'Éthiopie. Inquiète face à la dégradation de la situation humanitaire provoquée par le conflit dans la région du Tigré, l'Union européenne a exhorté en vain le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à privilégier une résolution politique du conflit. C'est donc pour faire pression sur le prix Nobel de la paix 2019 que Bruxelles choisit l'option de reporter le décaissement d'une aide budgétaire à l'Éthiopie. Cette aide représente un montant de 90 millions d'euros. Les 2/3 de cette enveloppe doivent financer le développement des liens logistiques et les connexions entre l'Éthiopie et ses voisins. Une autre partie, un peu plus de 1/5 du montant, est destinée au soutien du budget du secteur de la santé. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information du Nigeria, avec l'enlèvement des lycéens de Kankara, la nouvelle expansion de Boko Haram. Le groupe Boko Haram a revendiqué mardi l'enlèvement d'au moins 333 lycéens dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Ce kidnapping de masse qui rappelle l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok en 2014 dans l'état de Borno est le premier événement de cette ampleur à l'ouest du Nigeria, jusque-là épargné par la menace terroriste. Dans le pays, c'est la consternation, alors que cette revendication pourrait marquer un tournant dans l'expansion du groupe. Le seul crime des lycéens de Kankara est d'être allés à l'école publique et d'avoir bénéficié d'une éducation honnie par Boko Haram. Après la revendication de l'enlèvement de plus de 300 d'entre eux par le terroriste nigérian Abubakar Shekau, 2 régions frontalières de l'État de Katsina ont annoncé la fermeture de leurs écoles jugées trop vulnérables. Un constat d'échec amer, presque 7 ans après le kidnapping des lycéennes de Chibok par Boko Haram qui avait bouleversé le monde entier. Le groupe Bring Back Our Girls, qui avait mené campagne pour la libération de ces jeunes filles, dénonce aujourd'hui un nouvel échec du président Muhammadu Buhari, accusé de faire l'autruche face à une situation sécuritaire très dégradée. Et en Sahara occidental, l'Algérie et la Tunisie règlent les comptes. Les responsables tunisiens et algériens tentent de mettre un terme aux tensions entre les pays qui ont éclaté au sujet de la reconnaissance américaine du Sahara occidental comme territoire marocain. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Gerandi, et l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azouz Balal, se sont rencontrés mardi pour tenter d'apaiser les tensions à la suite des échanges houleux de ces derniers jours en relation à la reconnaissance du Sahara occidental comme territoire marocain par les États-Unis. Gerandi a rappelé les excellentes relations de son pays avec l'Algérie et a renforcé la position de la Tunisie selon laquelle les relations entre la Tunisie et l'Algérie ne peuvent pas être modifiées en raison de positions officieuses qui n'engagent en rien la Tunisie. La réunion est intervenue un jour après les propos tenus par l'ancien ministre tunisien des Affaires étrangères, Ahmad Ounaïs, critiquant le rôle de l'Algérie dans le développement au Sahara occidental. Le Maroc a normalisé ses relations avec Israël dans le cadre de l'accord qui a vu Washington reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental,
un territoire contesté. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.